Quand j'étais petit, j'habitais dans un village qui s'appelle Trois-Bassins. En vrai, je dis village, mais c'est giga balèze, ça va de la côte au Grand Bénard, donc ouais, c'est big. Mais je dis village parce que j'ai vécu là, Trois-Bassins-les-Hauts, là où il y a la mairie, les écoles, les commerces. Et vu que j'étais un gosse qui aimait tout ce qui avait des roues et un moteur, je me suis souvent dit que ce serait super cool un Grand Prix de Formule 1 dans mon village. Et comme tout délire de gosse, partagé avec ses parents, le délire est froidement exécuté par la réalité des choses. C'est pas adapté, dit le daron, c'est trop paumé, c'est trop cher à mettre en place. L'esprit rotor de l'enfant cherche alors le compromis. Ouais, mais des courses de moto alors? Non, c'est trop dangereux, disent les adultes. Des stupides. Personne ferait ça. C'est pas du tout raisonnable. Ça, c'est l'île de Man. Alors c'est très très loin de ma Réunion natale et ça n'a aucun point commun avec Trois-Bassins en fait, mais eux ont peut-être toujours cette mentalité d'enfant. Et à eux, tu leur parles pas d'être raisonnable. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, et tout ce qu'il y a entre les deux, on va parler du Isle of Man TT, ou Tourist Trophy de l'île de Man. Juste après un mot du sponsor. Razer, ce n'est pas une vanne. Razer qui nous ont non seulement envoyé ce magnifique team jersey ou maillot d'équipe, comme ça je peux ressembler à Faker, le truc a une coupe athlétique de baiser, en plus on dirait pas que j'ai pris du poids ces derniers temps, mais je vous jure, je suis un gros lard actuellement. Parfait pour cet été où il va faire tarpin chaud, tout particulièrement dans cette pièce où il y a littéralement un Projo 100 watts et un Projo 60 watts juste ici, ainsi que 2 ordinateurs qui tournent à 100% du temps. Putain, mon bilan carbone, ma gueule. Puisqu'il est pas juste léger, mais aussi ultra respirant. Et comme en plus c'est des amours absolus, ils se sont dit non, il pourrait cosplay Faker ailleurs que dans sa chambre. Alors ils nous ont envoyé ça, le Razer Vogue 16 V3, qui est pas juste stylé ni juste assez grand pour tenir vos PC 14, 16 et 18 pouces, mais qui est aussi déperlant, peut tenir une bouteille d'eau d'une compagnie quelconque dont les liens seraient aussi dans la description, vous permettre d'avoir tout bien organisé dedans. Moi je le prends notamment sur circuit, je suis à Spa cet été pour le LMS, venez faire coucou. Mais en plus, il est vachement plus sortable parce que c'est noir avec quelques petits détails verts. Bon, il y a le logo en iridescent, mais il est tasteful quoi. Enfin, moi je trouve. Bref, si tout ça vous intéresse, c'est bien plus, parce qu'il y en a des trucs. Là, je viens d'avoir un Razer Joro et une ProClick V2 verticale. Je sais pas pour qui ils me prennent, mais ils me ralassent en ce moment, c'est super. Et si ça vous intéresse, vous pouvez juste aller dans la description ou le commentaire épinglé, cliquer sur le lien et full transparence. Exactement comme pour Oli, je touche une commission sur ce que vous achetez. Merci Razer, genre du fond du cœur, merci. J'en reviens pas que je sois sponsor par Razer toujours. Retour à la vidéo. 1907, ou la préhistoire pour la moyenne d'âge de mes viewers, un petit groupe d'organisateurs et promoteurs de courses, las des interdictions de courses sur route ouverte en Grande-Bretagne, décident de se tourner vers le gouvernement de l'île de Man. Ça, ce sera une vidéo à part entière à faire un jour, mais effectivement, dans le temps jadis, les circuits, ça existait pas des masses et on faisait beaucoup de courses sur route ouverte. C'était plus des chemins de calèche à l'époque, du coup imagine un peu le délire. Puisque le gouvernement de l'île de Man, de par son statut particulier, depuis 1904 avait autorisé la fermeture des routes pour y organiser des courses. Est-ce que je vais parler de politique britannique des siècles passés dans un lecard? Bet your ass I'm gonna do that. Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire avec Bernie Daberne. Aujourd'hui, l'île de Man, entre histoire et tradition. L'île de Man, à proprement parler, n'est pas indépendante, bien qu'entre les 9e et 13e siècles, elle a techniquement été un royaume indépendant sous domination scandinave. Alors j'hésite à dire viking parce que beaucoup de choses que j'ai lues font la distinction entre viking et scandinave, mais il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai lus qui la font pas. Donc dans le doute, oubliez pas que moi je suis là pour donner l'étincelle de curiosité et faites vos recherches, parce que je suis pas à l'abri de dire de la merde. Au XIIIe siècle, elle passe aux mains du royaume d'Écosse puis du royaume anglois, mais toujours sous un régime particulier que je qualifierais pas de semi-indépendant, mais pas loin non plus. D'un point de vue moderne, l'île de Man est aujourd'hui, et l'est depuis 1765, une dépendance de la couronne britannique, qui n'est bien entendu pas à confondre avec le British Commonwealth. Les dépendances de la couronne sont au nombre de 3, Guernesey, que vous connaissez sûrement si vous avez suivi vos cours d'histoire, big up à ceux qui passent le bac, quoique vu le retard que prend la vidéo à ceux qui viennent de le passer, Jersey et l'île de Man. Ce sont des territoires autonomes qui ne font pas partie du Royaume-Uni ou des territoires britanniques d'outre-mer. Ce qui veut dire, dans le cas précis de l'île de Man, qu'ils ont un gouvernement propre, avec un parlement, un hymne et des lois locales qui justement leur permettent de fermer les routes pour faire la course. Les Anglais ne pouvant pas, à cause de lois sur la liberté de libre circulation des personnes. Voilà, je t'ai fait un récap à l'arrache de politique manxoise juste pour ça.
de rien. Donc, à grand coup de non mais ce serait grave bien pour pousser le progrès automoteur et de imaginer pour le tourisme, les promoteurs finissent par avoir le feu vert en 1907 pour la première course de moto sur l'île de Man, qui sera organisée sur le, à l'époque, dénommé St. John Short Course, qui n'avait rien de short puisqu'il faisait 24 km. Ce serait un peu comme qualifier la Nordschleife comme un circuit de rallycross. Et que la course a duré 4 heures. Ce serait un peu comme qualifier les 4 heures du Nürburgring VLN comme un sprint. C'est une course qui est née d'un sentiment de frustration vis-à-vis des autorités sportives européennes et du manque d'impartialité de ces dernières. Cette course va donc enforcer des règles strictes afin de garantir une certaine impartialité bien sûr, mais aussi afin de bénéficier au monde de la moto et de la mécanique en général. Pour ça, on divisera la course en 2 catégories, les monocylindres, oui, un peu comme ta TZR 50, et les bicylindres, oui, un peu comme la CB 125T de ton daron. Toutes les motos devaient être des motos de route, équipées en conséquence, avec notamment des pédales, oui, un peu comme le Peugeot 103 de ton tonton. Beaucoup de ton. Garde-boue, échappement avec silencieux et même un set d'outils afin de pouvoir réparer la meule en cas d'emmerde puisque l'assistance externe, un peu à l'instar du Tour de France à l'époque, était proscrite. Et ces motos qu'on qualifie de touring bike ou motos de touristes, qui sont basiquement des motos de série. Alors le terme est maladroit parce que la grande série au sens où on l'entend aujourd'hui n'existait pas vraiment à l'époque, mais vous saisissez l'idée. Bref, ces motos de tourisme concouraient pour un trophée, vous la sentez venir, d'où le terme touriste trophy. C'est qu'en 1911 que la course va passer de petit layout à celui qui est encore utilisé aujourd'hui, la Snaefell Mountain Course. Qui avait été déjà envisagé, mais les motos de l'époque avaient du mal dans les côtes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pédales étaient obligatoires, parce qu'il fallait pouvoir pédaler et rester sur la moto au cas où la côte était un peu trop vénère pour que le moteur. C'est pas une vanne. Les catégories seront revues, les histoires de conserver les pédales seront droppées, tout comme quelque chose dont j'ai pas parlé, mais il y avait aussi des cibles de consommation dépendant de la catégorie. Tu devais pas dépasser un certain litrage au 100, ou plutôt descendre en dessous d'un certain nombre de miles par gallon, comme on dit là-bas. Le temps va passer, les routes vont passer de pistes en terre et gravier à des vraies routes bitumées, les vitesses vont augmenter et l'attrait pour la course aussi. Pas juste parce que la course de route c'est grave stylé, mais aussi parce que les gens prennent de plus en plus de risques. Avec les progrès en termes de mécanique, les cadres, les pneus, etc., les vitesses moyennes OTT passent de 75 km/h, on atteindrait facilement avec une 125 aujourd'hui, mais en 1911, à 115 en 1929. Et c'est des vitesses largement suffisantes pour s'ouvrir le crâne en deux. Pourquoi t'as remis le plan de caméra sur moi? Ah, parce que le mien est fendu en deux. Ah bah oui, mettez votre casque, hein, vélo, moto, quoi que ce soit. Attache double D. Votre crâne, il a pas de prix. Hein. Enfin, le mien coûtait effectivement 15 000 ou 16 000 euros à la sécu, mais c'est pas ce que je veux dire. Sur les 2 dernières éditions du TT, avant 1929 et son record à 115 de moyenne, 4 personnes sont décédées au total. Soit le même nombre de gens qu'en 14 ans auparavant. Et ce risque, justement, ce côté palpitant d'une telle course attire de plus en plus. Et ça, même si, étonnamment, après-guerre, les vitesses baissent. Eh ben pas tant, en fait, parce que l'effort de guerre, juste avant ça, il a demandé beaucoup de sans-plomb. Ce qui veut dire que ce qui restait pour le marché civil, après-guerre, c'était de l'essence de moins bonne qualité. Essence de moins bonne qualité, tu tires moins de puissance, blablabla. Mais en Europe continentale se prépare quelque chose de nouveau, quelque chose qui va réconcilier le Tourist Trophy avec l'Europe, quelque chose qui existe encore aujourd'hui, les championnats de vitesse moto, qui après moult rebranding, seront appelés plus tard la MotoGP. Si la genèse du Grand Prix moto est tout aussi intéressante que celle du TT, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'aborder. Sachez juste que le championnat du monde naît après-guerre, basé d'un championnat, ou plutôt devrais-je dire d'un Grand Prix européen. Divisé comme aujourd'hui en plusieurs catégories, bien qu'à l'époque ça roulait sidecar, ma gueule, et ouais, les championnats du monde décident face à la popularité du Manx TT ou du Tourist Trophy de l'île de Man d'en faire l'épreuve ouvreuse de ce championnat du monde en tant que Grand Prix de Grande-Bretagne. Ah oui, c'est normal ça, en fait je vous explique. Quand les Anglais organisent un truc cool, c'est anglais. Quand les Écossais organisent un truc cool, c'est britannique. Le truc avec le TT dont j'ai pas vraiment parlé pour l'instant et qui rend son ajout assez étrange d'un point de vue moderne au calendrier du championnat du monde de moto, c'est que c'est pas vraiment une course au sens propre du terme avec un départ en grille, c'est un contre-la-montre. Même en tant que manche du championnat du monde, comme on le voit là, les pilotes partent les uns après les autres. Alors c'est surtout pour des raisons de sécurité, les routes étaient pas vraiment larges et pas forcément propice au dépassement, mais il y a bien eu des irrégularités à ça, pour le type de départ, hein, j'entends, avec des départs par deux, etc., etc. Il y a même eu entre 1954 et 1959 un tracé qu'on appelait la Clips Course, sur laquelle avaient lieu des départs en masse, mais c'était un tracé réservé aux plus petites catégories, les 125, les lightweight, les sidecars, etc. Et ce sera rapidement abandonné. L'histoire du TT, de son règlement, ses catégorisations exactement, c'est un bordel.
C'est pour ça que j'en parle un peu superficiellement, parce que entre les formules, les catégories défuntes, il y avait des 50cc, fut un temps. Même au championnat du monde moto, il y avait des 50cc. C'est le bordel! En 1957, la barrière des 100 miles par heure, soit 160 km/h, sera franchie. Et cette date marque le début d'une course à la vitesse sans merci entre manufacturiers, au point où Honda, Suzuki, Kawa et moult manufacturiers japonais vont débarquer pour soulever des culs. Les vitesses augmentent, les risques avec. On compte plus d'une 50aine de morts au total depuis l'avènement de la course. Mais c'est aussi là que des noms dont la popularité va au-delà du TT vont se retrouver à jouer les avant-postes. Si je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter Giacomo Agostini, peut-être que je devrais vous parler de Michael Wood. 14 victoires au Tourist Trophy, 76 au championnat du monde de vitesse, et un peu plus connu aussi parce qu'il a été pilote de Formule 1. Alors certes avec moins de succès, sa meilleure perf étant une seconde place au GP d'Italie 1972. Par contre, il y a un autre gars qui tenait les deux casquettes, pilote de Formule 1 et de moto, un certain John Surtees, qui lui aussi va remporter le Tourist Trophy. 6 fois. Rien que le courir, déjà, de base, c'est un truc de fou. Le courir plus d'une fois, faut être fêlé du casque. Mais en plus, le gagner 6 fois, en ayant en plus été 7 fois champion du monde de motocyclette de vitesse, en ayant en plus été champion du monde de Formule 1 en 1964, ouais, c'est le seul mec à l'avoir jamais fait. Ah, le GOAT debate vient de se fermer. Ah bah oui, ah ça peut pas être gros front, hein. Ah. En 1972, il va y avoir un shift dans le paysage du Tourist Trophy. On passe le cap des 100 morts sur la piste, et face au décès de son ami Gilberto Parlotti, Agostini décide qu'il ne courra plus le Tourist Trophy. Il considère l'épreuve comme trop dangereuse et estime qu'elle n'a pas sa place au calendrier. L'événement restera tout de même quelques années de plus, jusqu'en 1976, mais avec beaucoup de pilotes manquant à l'appel, choisissant de boycotter l'épreuve avec Ago. Suite à ça, une nouvelle classe sera créée, appelée la Formule TT. Ça a été très dur pour moi tout du long de cette vidéo de pas faire de blagues sur les nibards avec le nombre de fois où j'ai dit TT ou TT, qui se rapproche du mot titties en anglais. Donc j'espère que vous pourrez saluer ma retenue dans les commentaires. Et si vous voulez la saluer pécuniairement, il y a un bouton Super Thanks. En plus, ça contribue au référencement et tout. Voilà, humblement. La Formule TT sera divisée en 3 selon des critères de cylindrée et permettra donc de garder un haut niveau de compétition moto sur l'île. Et si les 2 premières années, les motos de cette formule sont cantonnées à l'île de Man, à son apogée, la formule roulera sur 8 événements dans divers pays, notamment au Japon. De cette formule, une idée concurrente va jaillir. Celle-ci finira par devenir le Superbike World Championship, et 2 ans après, en 1990, la Formule TT prend fin. C'est sous cette formule qu'on verra émerger un certain Joey Dunlop qui va battre record après record. Que ce soit de vitesse ou de victoire, avec 26 victoires au compteur au Tourist Trophy de l'île de Man, la dernière en 2000, avant de tragiquement décéder lors d'une course de 125 cm3 en Estonie. Alors je sais que j'ai tendance dans le quart de pas vraiment parler des gens et de me focaliser sur les machines ou les événements dans le cas présent. Je me voyais pas cependant aborder le Tourist Trophy sans un seul mot sur Dunlop. C'est un mec qui a sa statue au sommet de la montagne, quelque part faut faire ses due diligence. Ce serait un peu comme parler du Ventoux sans évoquer Simpson ou Pantani ou Armstrong. Une sacrée belle pelletée de drogué quand même. S'il n'y a pas qu'un seul Dunlop, on s'entend, et que je devrais aussi parler de McGuinness ou de Hutchinson ou de Guy Martin et de plein d'autres gens, je pense qu'un jour, et ça j'y pense en relisant mes notes, il faudra éventuellement que je fasse un format qui se focalise justement sur les gens. Mais c'est pas encore aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, je vous fais un historique du bail sur un fond de voix off didactique. Je fais quelques vannes pour désamorcer les morceaux un peu trop riche en émotions, mais je vous ai pas vraiment expliqué comment ça marche, ni même pourquoi c'est si fou, le Tourist Trophy. Une course en général, c'est vous contre un certain nombre de gens. Du cross du collège où on t'a honteusement pénalisé et donné la win à un tricheur, aux 24 heures du Mans où on rajoute 6 tonnes à Toyota parce que les mecs ont eu le toupet de respirer. Ce sont des événements où tout le monde décolle en même temps, en direction du même point, que ce soit la ligne d'arrivée de 130 km plus loin, ou faire plusieurs fois le même tour sur une durée définie. On doit gérer son rythme, on peut le calquer sur celui d'un adversaire, on doit aussi le doubler, le forcer à l'erreur, bref, c'est la course. Parallèle à ça, dans le grand schéma de la compétition, il y a le contre-la-montre. Que ce soit là encore, du point A au point B, ou sur un circuit où on cherche à faire le meilleur tour, le principe est le même. Il faut être le plus rapide, mais c'est un exercice différent. Vous pouvez pas vous baser sur l'autre pour votre rythme. Vos freinages, votre âge ici, la vitesse pure joue, et le skill du pilote encore plus qu'en course. C'est en fait 2 sets de skills différents. Le racecraft et la vitesse pure, c'est la différence entre une pole et un championnat du monde.
Et le Tourist Trophy, comme je l'ai dit, c'est un contre-la-montre. Mais à l'inverse d'un contre-la-montre sur piste où vous avez cette dernière pour vous seul, ici vous partez un peu comme au Tour de France ou en rallye à intervalles réguliers, des intervalles si serrés que vous vous retrouvez souvent à rattraper vos concurrents. Bref, au final, vous occupez presque tous le même bout de piste en même temps. Ah, mais donc c'est quand même une question de rythme pur, Clippy, n'est-ce pas? C'est toi, le chrono... Et la montagne, pour seul juge. Bah non. Non, parce que sur une spéciale de rallye, par exemple, c'est plié en 15 minutes. Sur une spéciale de rallye, tu croises très rarement les autres concurrents, tant les intervalles sont grands et les gaps de compétiteurs faibles. Pas au Tourist Trophy. On court avec d'autres pilotes autour de nous. Généralement, les groupes sont homogènes, mais il arrive plus que régulièrement que les pilotes se rattrapent. On ressent toujours le souffle de quelqu'un, que ce soit parce qu'on est dans son aspi ou parce qu'il arrive à fond derrière. On peut avaler les 60 km de piste avec autant de vitesse et précision qu'on a en nous. C'est pas le tout de le faire une fois. Il y a 5 autres tours qui t'attendent. 6 tours au total, 6 tours à enchaîner virage sur virage, sur virage, sur virage, sur virage, des lignes droites qui paraissent ne jamais finir, 6 tours durant lesquels tu dois gérer ton rythme, ta moto, absorber les bosses, gérer ta respiration, ne pas te laisser distraire par le gars qui te rattrape, fais ta course, fais ta course, fais ta course. Et à la fin du second tour, quand tes pneus sont en charpie, quand tu peux à peine gérer la glisse et que tu crampes sur chaque saut, t'as un tout petit peu de répit. Parce que tu boxes. Ouais, au milieu d'un contre-la-montre, t'es obligé de rentrer au stand, changer de pneus, refaire un plein d'essence. C'est à ce point-là que les distances sont démentes, à ce point-là que la piste est exigeante. Tu repars pour 2 tours et tu dois regérer ton rythme, ta moto, absorber les bosses, gérer ta respiration, ne pas te laisser distraire, fais ta course, tu t'arrêtes. Et tu dois revenir dans cet espace mental pour refaire ta course, pour ne pas te laisser déconcentrer, pour gérer ton rythme, ta moto, absorber les bosses. Et c'est fini. Tu viens de faire 6 tours de l'île de Man. Et t'es à 2 minutes 30 du mec le plus rapide de ton groupe. Parce que toi, ce que t'appelles être à bloc, pour ceux qui le gagnent, presque de manière routinière, c'est de la retenue. Après, ce qui est fini là, c'est juste cette course. Mettons que tu fasses partie des ogres de la discipline, c'était peut-être que le Super Sport TT, ensuite t'enchaînes avec le Superbike, le Super Stock, et ensuite le Senior. L'événement marquis de la semaine. Chaque course ayant sa journée, et tu m'étonnes. Avec quelque chose comme 363 km de course, qui inclut des changements d'élévation de baisers comme Bray Hill ou Ballow Bridge, des passages techniques comme l'épingle de Ramsey ou Gooseneck. Je pourrais passer une bonne heure à vous parler du circuit. Pas parce que je le connais si bien, mais parce que justement, du fait de cette ignorance, je suis obligé de faire des recherches pour vous en parler. Et ces recherches, elles amènent à plein de choses super intéressantes. Peut-être qu'un jour je pourrais, via le proxy de ma caméra, vous emmener sur place et faire cette vidéo d'1 heure où je parle du lieu lui-même. Mais avant ça, va falloir s'équiper, hein, parce que les motos du Tourist Trophy, elles répondent certes actuellement à un règlement technique qui, dans l'esprit et le visu, est proche du règlement ou de l'esprit du règlement SBK. Par là, j'entends qu'on est aux antipodes des protos MotoGP avec de l'aéro par-dessus la roue qui change d'un week-end sur 2. Oui, ce sont des motos de production. Mais des motos de production très spécifiquement modifiées. Avec des bulles bien plus hautes que sur piste, tant tu passes peu de temps collé au réservoir, le réservoir lui-même qui est un réservoir d'endurance, et vu la taille du circuit ça se comprend, le cadre, les points d'ancrage moteur qui sont renforcés, les suspensions qui sont le produit d'un compromis entre stabilité sur les bosses et réactivité sur les changements de direction, ces motos-là, c'est sûrement le pinacle du 2 roues. J'ai énormément d'admiration pour ces machines, dont les couleurs bariolées, qui manquent d'unicité, de cohérence, semblent nous rappeler que la course c'est cher. Et si le sponsor paye prix fort pour être mis en avant, au diable l'esthétique, au diable l'image de l'équipe. Le Tourist Trophy, ça résonne bien avec moi. Parce que ça affleure l'amateurisme de par le lieu, la manière dont les gens s'entassent pour regarder les motos passer sur le bord de la route, des enfants de 8 ans aux nonnes de 70 ans. De comment les héros et les légendes sont accessibles dans le paddock. Mais une fois la visière baissée, il n'y a plus d'amateurisme qui tienne. C'est pas des gens. C'est des héros. C'est des gladiateurs. Des demi-dieux prêts à mourir pour ce qu'ils aiment, conscients que le prochain mouvement de poignet peut les transformer en statistiques. Mais ils y retournent encore, et encore, et encore. Parce que sur l'île de Man, le temps s'écoule pas en années. Le temps là-bas, on le compte en légende.